raconte mon histoire. La nana, elle veut m'aider. 6 petites places toutes petites pour des scooters. Elle me dit voilà, ça se passe mal entre le vendeur et la copro. Il a pas payé ses charges et tout. Je pense qu'il va casser le prix. 12 000 euros 6 places moto. Donc 2 000 la place. Je joue 50 euros la place. Donc la renta est ouf. J'ai une patate d'enfer au taf. Je bute le téléphone comme dans le Loup de Wall Street. Je prospectais debout, manches retroussées. Parfois on faisait des ventes one shot. Je prenais une prospection à froid. Je faisais la vente. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Homeboys Immobilier pour tous. Aujourd'hui, on accueille Alexandre Lacharme. Comment vas-tu ? Très bien, Mathéo. Content de t'avoir en tout cas. Monsieur Parking, comment on pourrait te décrire déjà Est-ce que tu peux te présenter ? Parce que je sais pas par quoi commencer. Investissement immobilier, start-up, je sais pas comment te décrire. Moi non plus, ça tombe bien. Écoute, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans, depuis 2013, dans les parkings. Principalement, même si ça m'arrivait d'acheter appartement. Et depuis 1 an et demi, j'investis aussi dans les startups, je crée du contenu, j'entreprends depuis un petit moment. De toute façon, on va tout prendre étape par étape. On va commencer par les débuts. On va, assez rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Comment tu es arrivé dans l'immobilier et connaître exactement ton parcours avec ton lycée, quel type d'élève tu étais ? C'était l'internat, la pension. T'étais un mauvais élève, c'est pour ça que t'étais en internat ? Non, pas du tout. Sur mes potes, c'était ça, c'est pour ça. Non, t'as vu la réputation que ça a, les internats ? Non, écoute, je suis né en avril, comme toi, je crois. Taureau. Bélier, bien sûr. Mais moi aussi. Oui. T'as-tu le bélier, mon gars ? Bélier, 86, le 17. Et du coup... Écoute, je grandis, je suis originaire du quartier de Montorgueil, dans le 2e arrondissement. Quartier chaud. Très chaud. Cité de Montorgueil. Voilà, exactement. Donc, je suis né en 13e, mais ensuite, on était dans la Montorgueil. Dans ce coin-là, donc très sympa, qui à l'époque était un peu plus crado. Maintenant, c'est hyper cher, t'as que des touristes, c'est hyper bobo, mais ça a pas mal changé. Après, on part dans le 95 à Saint-Gratien, pour ceux qui connaissent. Donc, tu t'éloignes petit à petit de ma mère Paris. voulait pas m'élever, si tu veux, dans le contexte, tu vois, de la pousser dans les pots d'échappement et tout. C'était pas son je peux comprendre. C'était pas son délire. Et du coup, elle a voulu nous emmener là-bas. Enfant unique, pas de frères et sœurs. Pas de frères et sœurs, j'aurais bien voulu en avoir. Mais bon, du coup, mes amis sont mes frères, et puis j'ai envie d'avoir des enfants aussi, tu vois. Et donc, un contexte familial au départ soudé, des parents entrepreneurs. Quand même, ma mère, tu vois, a toujours été entrepreneur. Enfin, pas toujours, elle a bossé chez IBM à l'époque, elle a vécu en Allemagne, elle parle allemand, etc. Donc, développement commercial. Et puis après, elle a créé des boîtes, mais petite entrepreneur, tu vois, pas de grosses boîtes, mais un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on crée des boîtes, on les développe et tout. Mais tu vois, cet état d'esprit d'entrepreneur, mon père aussi. Et du coup, j'ai toujours eu cette culture et cette habitude de voir mes parents travailler beaucoup. C'était pas la notion de vacances, etc. Enfin, on partait en vacances, mais il y avait ce côté, on bosse. Ma mère, encore aujourd'hui, tu vois, elle a plus de 70 ans. Quand je vais la voir dans le sud, elle a l'ordi, elle travaille, elle gueule au téléphone. C'est l'Italie, tu vois. Elle est pas content, tu vois. Il y a de l'ambiance, quoi. Et moi, j'ai grandi là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien les montagnes russes, un peu de l'entrepreneuriat, parce que ça me fait vivre. Un truc trop routinier, j'aime pas. Écoute, il y a ça, mon père meurt quand j'ai 9 ans, donc un événement pas top, qui change un peu la donne, tu vois, parce que t'es un peu plus précaire financièrement, ça change plein de trucs, enfin ça chamboule énormément de choses. Et du coup, ma mère qui bosse, qui s'occupe d'une filiale belge qui fabrique des ceintures pour des chaînes de magasins comme Célio, il y avait des marques comme Liberto, je sais plus si elle avait Rip Curl ou Quicksilver, enfin bref. Pas mal de en marques, fait, elle gérait c'était un fournisseur en fait de ceintures fabriquées en Belgique, super bonne qualité. Et elle avait ouvert le bureau de style et le bureau tout court, la filiale en fait en France. Et elle gérait cette petite filiale. Il y avait une toute petite équipe rue d'Aboukier dans le Sentier, là où il y avait La Vérité Sigement qui a été tournée dans le Sentier. Donc moi j'ai grandi dans le Sentier, la vraie époque. C'est Farad avant que les Chinois arrivent. Donc j'ai vraiment connu ça le début des années 2000 dans le Sentier. Et donc elle a pas trop de temps s'occuper de moi. Je pars en internat et l'internat, j'apprends à vivre en communauté, à pas être un enfant unique, tu vois, égoïste comme on peut dire. Avec des frères avec des frères. Voilà, on est dans les lits superposés. Le matin, on se fait réveiller avec les néons, tu vois, on se fait éblouir. J'ai kiffé en fait. Là, on fait du sport, on joue au rugby, on fait du foot. On rentre vraiment dans une camaraderie.
Et voilà, j'avance comme ça. Je fais un peu de cours de théâtre aussi. J'aimais beaucoup ça. À un moment, je voulais être acteur. Tu vois, c'était un peu un truc. C'est peut-être pour ça que j'ai créé une boîte de prod ciné aujourd'hui. Et aussi Inside Cannes depuis 2014. Mais je vais à Cannes depuis 2005. J'ai fait 19 fois le festival de Cannes. Et du coup, après, je pars à Angers. Tu vois, il y a plein de choses. Hein. Je pars à Angers. À Angers, les cours, ça me saoule un peu. À un moment, je décroche un peu. Ensuite, je reviens. Angers, t'étais au lycée ? Angers, j'étais au lycée, ouais. J'ai adoré Angers. Je passais mon temps. Et quand t'étais au lycée, tu savais déjà que tu voulais faire de l'immobilier ? T'étais en mode j'avance petit à petit et je vais voir où la vie va me mener ? Ouais, je savais pas trop. Tu vois, je savais pas trop. Je savais que je voulais gagner de l'argent. J'avais cet ego de vouloir performer, m'en sortir. J'étais un peu en colère parce que quand tu subis une injustice de la vie comme père d'un parent, tu vois, ça te met un peu dans une colère qui est constructrice parce que ça donne envie d'avancer. Mais je l'ai identifié plus tard, ça te crée quand même un feu sacré, quoi. Donc, une sorte de frustration. De frustration, qui, au final, ouais. Qui va te servir de motivation. Ouais, on a chacun une frustration. On a tous une frustration, tu vois. T'en as, ils ont un divorce difficile. T'en as, ils sont. Il y a eu le focus sur les frères et sœurs et eux, les parents ne croient pas en eux. Des problèmes de santé. Des problèmes de santé. Je pense qu'on a tous une frustration. Non, c'est vrai. Et il faut savoir l'identifier parce qu'en fait, il faut t'appuyer dessus pour... voilà. Donc moi, c'était ça. Je l'avais pas forcément identifié, mais en tout cas, c'est un truc qui était très fort. Et ça m'a donné beaucoup de motivation. Et ensuite, bac littéraire. J'ai fait un bac littéraire, tu vois. Parce que bac littéraire et gagner de l'argent, ça peut être un peu antinomique, ouais. Parce que à l'époque, oublie pas, je faisais des cours de théâtre, tu vois, j'adorais Al Pacino, Brando, De Niro, tu vois, je commençais à aller au Festival de Cannes, donc j'avais ce rêve un peu de me dire, j'aimerais bien être acteur, tu vois, j'avais envie d'aller aux États-Unis, enfin j'avais ce rêve artistique. Plus que le côté entrepreneuriat, process, business, etc. En même temps, quand t'es jeune, tu l'as moins ce côté-là. C'est plus en grandissant et en commençant tes premiers tafs que tu te rends compte que la vie est pas si facile que ça. Il y a pas tes parents ou ta mère qui va t'aider toute ta vie. Et là, tu te rends compte de la dure réalité de la vie. C'est là que tu te lances dans. Donc j'avais cette vision-là. Et ensuite, t'es rattrapé par la réalité. Ça arrive à tout le monde, heureusement, tu vois. Et donc du coup, je fais mon bac littéraire. Très bien. Et après, je me dis, moi, je vais faire quoi, tu vois. Ma mère me dit, toujours laisser faire. Alors, c'est un avantage, un inconvénient, mais moi, j'ai pas une éducation très, très stricte. J'ai plus une éducation où ma mère m'a dit, fais ce que tu veux, débrouille-toi, etc. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on te met pas de coup de pied au cul, donc tu vas pas forcément être dans l'élite académique, etc. Bien que j'ai un master 2, j'ai réussi à faire des études. L'inconvénient, c'est que tu peux être un peu livré à toi-même, mais l'avantage, c'est que on t'inculque pas de peur, t'as une confiance en toi, parce qu'on te casse pas. On te dit pas, si t'es pas médecin, si tu fais pas bac scientifique, c'est nul. Tu vois, on te casse pas. Il y a beaucoup de parents qui sont comme ça. Donc on m'a donné de l'énergie, même si demain j'avais dit à ma mère, je vais faire des pizzas ou faire de la peinture, elle m'aurait encouragé. Et elle aurait pas jugé. Et je pense que ça m'a donné beaucoup d'assurance dans la vie, en fait, ce fait de pas être cassé, tu vois. Beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Et c'est ce que tu recherches même maintenant, garder cette liberté. Bien sûr. Et du coup, la réalité, c'est qu'on se dit, ma mère n'avait pas cette culture de l'immobilier. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai pris le contre-pied. Elle a plus une culture un peu méditerranéenne de se dire. Parce qu'elle vient d'où, ta mère ? Ma mère, elle vient de Compiègne au départ. Moi, elle est un peu bronzée quand même, plus que moi d'ailleurs. Elle est très brune. Elle n'a pas les yeux bleus, ça c'est plutôt du côté de mon père. Mais elle a la culture, elle est très généreuse. Et elle a la culture d'inviter mes potes, quoi. C'est-à-dire que tu vois, on partait à Royan, je me souviens, dans tous ces bleds-là. Et elle me disait, viens avec tes potes. Et puis elle payait pour les potes, là, mais toi, tous les trucs et tout. Donc du coup, l'argent, il disparaît, quoi. Et vu qu'elle n'avait pas investi, elle n'avait pas acheté sa résidence principale. Ça, c'est important. L'erreur, en fait, qu'elle a faite, c'est qu'elle n'a pas acheté sa résidence principale. Et du coup, quand tu vends une résidence principale, où on vivait avec mon père, et tu rachètes pas de résidence principale, du coup, il y a de l'argent. Et tu vas vivre un peu au-dessus de tes moyens. Tu vas les vacances, tu pars un mois au soleil, à Royan. Même pas des grosses dépenses, mais en fait, tu vas cramer un peu de cash. Et du coup, en fait, l'argent, ça part vite. Au bout de 5-10 ans, sur 10 ans, voilà. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que les conséquences
des décisions que tu prends maintenant, tu vas peut-être les payer dans 20 ans, en fait. Dans 10 ans, dans 20 ans. Et on le voit avec l'immobilier. Exactement. Quand tu prends une bonne décision, 10 ans après, ça passe vite, 10 ans, tu dis, heureusement que j'ai fait ça, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu frustré parce que je voyais mes copains qui avaient un peu d'immo, le machin, le truc. Moi, je voyais que ma mère, ça prenait pas la bonne direction. Je me suis dit, ça pue, cette histoire. Et du coup, je me suis dit, il faut un moment que j'investisse dans l'immobilier. Là, t'avais quel âge? J'ai pris conscience de ça vers 16 ans, 20 ans, etc. Jeune. Moi, 16 ans, j'étais pas encore là-dedans. J'ai saisi ça, en fait, surtout à 20 ans, et ça a été de plus en plus clair. Et pour en revenir à mes études, bac littéraire, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'on n'a pas trop de patrimoine. Je vois qu'effectivement, il n'y a pas d'IMO. L'IMO qu'on avait, il a été vendu. Donc, du coup, ça prend pas la bonne direction, même si à l'instant T, on est OK. Je me dis, voilà, sur la durée, ça sent le pétard mouillé, quoi. Et je me dis, allez, je vais faire une école de commerce. Parce que j'avais décroché un peu les cours, tu vois, voilà, classique. Et bon, ma mère me dit, je vais pas payer, c'est compliqué de payer 10 000 euros l'année. Mon petit prêt étudiant, c'est pas compris, famille. Prêt étudiant, j'ai pas eu. Elle m'a dit, écoute, il y a l'alternance. Ah, ça, et du coup, j'ai fait de l'alternance 5 ans. De bac à bac plus 5, j'ai fait 5 ans. Il y a très peu d'écoles de commerce où tu peux faire 5 ans d'alternance. Parce que souvent c'est au bout de 3 ans pour le master. Et en fait, il y avait une seule école à Paris. Il y en avait plusieurs, mais une bonne école qui faisait ça, s'appelait Noventia. À l'époque, Négocia, puis Noventia. Noventia, je connais. Négocia, c'était Porte de Champéret. C'était un peu l'école de vente de la Chambre de commerce de Paris, qui était très, très réputée sur les métiers de la vente, du commerce. B2B, tu vois, vraiment commercial, etc. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, et ensuite j'ai fait le bachelor à Noventia Business School dans le 15e, et puis le master entrepreneurial à Major. Alternance, fallait la trouver. Enfin, tu l'as splitté en combien de... C'était quoi? C'était alors, 1 an, 2 ans? J'ai fait en alternance 3 boîtes, je crois, tu vois, sur les 5 ans. 3 ou 4 boîtes. J'ai fait une première boîte, je vendais des photocopieurs en porte-à-porte à Créteil. Waouh. Moi, je viens de là, en fait. Bien formateur. Moi, j'ai commencé. Moi, je suis passé, si tu veux, du mec dans les bouquins à croire qu'il allait devenir James Dean ou Marlon Brando, à faire du porte-à-porte, à vendre des copieurs Canon à Créteil. Ça doit être dur. C'est hardcore. Mais en même temps, c'est grâce à ça qu'après, tu t'es bougé. C'est ça, en fait, qui m'a sauvé. C'est là où je me suis dit, Alex, redescends sur terre, mange du terrain. Et j'ai pris goût à ça, en fait. Vu que je suis assez combatif, en fait, j'aime la difficulté. Tu sais, la maxime un peu à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, je trouve ça très pertinent. Pour moi, il faut que ce soit dur pour que ce soit savoureux. C'est vrai, je suis comme ça. Tu vois, si tu chopes un jour, tu fais 1 million d'euros et t'es allé les chercher, tu sais que t'as transpiré, que t'en as usé des semelles, des chemises, des auréoles sous les bras. Waouh, tu vas profiter. Si papa, maman te verse 1 million et voilà, c'est pas la même chose. Et du coup, commercial terrain. T'as dû bien te former, hein. Ah ouais. Je sais pas si t'avais déjà cette fibre commerciale ou si c'est grâce à ça que pas du tout. En fait, pas du tout, tu vois. J'avais pas, c'était pas trop dans ma culture, ou c'était pas révélé, quoi. Et du coup, commercial terrain, il me dit, ouais, toi, t'as une bonne tête, mec de bonne famille, un peu 16e, surtout quand je suis un peu long comme ça. Et il me dit, écoute, on va te mettre avenue Montaigne, tu vois. J'avais pas la tête cramée des autres, il avait des gueules cramées, tu vois. Moi, il m'a dit, écoute, va dans le 16 et tout. Et du coup, je me retrouve avenue Montaigne, à Tokyo Porte. Les beaux arrondissements. Et je devais faire les cabinets d'avocats pour racheter les contrats existants des copieurs. Et puis essayer de mettre les nouveaux, quoi, cloquer, comme on disait, les nouveaux contrats. Ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver. Mais ça faisait pas un métier qui faisait rêver. Et j'ai eu des anecdotes de malade, tu vois. Il m'est arrivé des trucs. À un moment, il y a une anecdote où j'ai dit, je quitte cette entreprise et je trouve une autre entreprise. Je vais avenue Montaigne. Bien sûr, ils nous apprenaient, nos patrons, à dire, tu sonnes et tu dis, c'est moi, tu vois. C'est moi. Hop, pied dans la porte, je monte. J'arrive au 3e étage, gros cabinet d'avocat très bourgeois. Il y avait un grand couloir, je me souviens, t'entrais, il y avait un grand couloir et après, il y avait les salles de réunion. Je sonne, la personne m'ouvre, il y a un couloir de 20 mètres haussmannien, tu vois, en parquet. Pourtant, j'étais bien habillé et tout, et elle me voit, elle se dit, c'est un commercial, c'est sûr, ça se voit. Le mec, il transpire. Costume Zara, chaussures à 50 balles, la transpi. Bien rasé de près, tu vois, elle se dit, lui, c'est un petit jeune, il va au charbon. Et elle me voit, elle me fait ça comme si elle me fait, non, laisse tomber. Genre, elle me fait une stop. Tu vois, un stop. Barre-toi. Barre-toi, ouais. Genre, lâche l'affaire, rentre chez toi. Et là, je fais, c'est chaud. Et là, je me suis dit. T'as rien dit. Ouais, là, je me suis dit, c'est combien de temps je vais devoir faire ça? Imagine toute ta vie, tu fais ça. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible.
Et du coup, je suis allé voir Négocia et j'ai trouvé une autre boîte qui est une agence de com dans les produits bio. Une agence de communication, de publicité dans les produits bio. Et là, ça a été la meilleure école que j'ai faite. Je suis encore copain avec les patrons d'ailleurs. Okay. Et j'ai fait quasiment 3 ans de prospection téléphonique. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à investir. Tu as commencé à penser à l'investissement. Et comment t'en es arrivé au parking? Parce que l'investissement, on pense tous à l'immobilier, c'est-à-dire l'appartement, des studios que tu vas reconfigurer et que tu vas refaire à neuf. Comment t'es arrivé au parking et pourquoi? Bah en fait, si tu veux, j'avais pas l'argent pour les studios, j'avais pas l'aide familiale. Ma mère n'y connaît rien en immobilier, ça ne l'intéresse pas. Donc j'avais pas d'entourage, j'ai pas de frères et sœurs, pas de père. Pas de réseau. T'as pas de père, pas de mère qui est dedans, pas de frères et sœurs, pas de cousin qui est dedans. Tu vois, moi j'avais pas d'exemple. Donc mes seuls exemples c'était les bouquins et YouTube. Donc je me dis commercial, c'est génial, mais c'est super dur. Mais mais j'adore, tu vois. Moi, encore aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être le plus beau métier, tu vois. C'est super, mais c'est très dur. Quand t'as l'énergie, c'est bien, mais je pense qu'à un moment, quand tu la jeune, mais tu vois, tu fais pas ça n'importe quoi. Et je me dis, bah, dans mon entourage, j'ai personne qui peut m'aider. Ouvre ton YouTube, va sur Amazon, va à la Fnac et regarde. Donc je commence à passer mes journées un peu dans les rayons de la Fnac, etc. À l'époque, il y avait pas grand-chose. C'était quelle année ça? C'est 2000. Je commence à regarder en 2012, 2011. Il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs en 2012. Non, t'avais très peu de. T'avais très peu de bouquins. T'avais Tout le monde mérite d'être riche. C'était un bouquin Olivier de Seban qui lui était déjà là. T'en avais 2-3 autres. Et encore en français. Moi, je parlais anglais comme une chèvre, tu vois. Donc, laisse tomber. Et du coup, bah, je commence à acheter le bouquin, à lire les bouquins, à regarder quelques vidéos. Il y avait 2-3 personnes sur YouTube qui faisaient du contenu, mais c'était très léger. Et là, ça me donne le goût. Et j'entends revenu passif. C'est quoi ce truc, revenu passif? Passif? Sans rien faire. Moi, je me bute au tel. Bosser. Moi, on m'a appris. En fait, moi, ma culture, c'est dur. Tu vois, j'ai été élevé dans une culture commerciale. Donc, le commercial, c'est dur. Faut en chier. Faut mériter. C'est dur, en fait. Il y a une notion de souffrance. C'est paysan, tu vois, c'est souffrance. Moi, j'étais OK avec ça. C'était ma culture. Et là, on me dit revenu passif. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais un invest et ça tombe sans trop d'efforts. C'est une arnaque, c'est un scam, tu vois. Il y a un scam. En fait, c'est aux antipodes de ma culture. Et donc là, je mange des infos. Alors, j'ai 1 heure de RER pour y aller. J'habitais à Villiers, dans le 17e, un coin très, très sympa. Un tout petit truc, 5e sans ascenseur, pas de machine et tout, mais le quartier, il était top. Ouais, t'es dans mon quartier. Ah, j'avais une belle adresse. Et du coup, je mettais 1 heure parce que c'était au PEC, à côté du Vésinet. Tu vois, vers Montesson. RER A. Très beau, de très belles maisons là-bas. Très belle maison. Et c'était une zone commerciale entre Montesson et le PEC. Et du coup, de Villiers, ça met 1 heure à peu près, tu vois, c'est RER. Et du coup, ligne 2, Charles de Gaulle. Et du coup, bah, j'avais du temps le matin et le soir. Et je l'utilisais à lire des bouquins. Et je l'utilisais à regarder des vidéos sur YouTube. Et là, j'ai creusé, en fait, le sujet du revenu passif, de l'immobilier, etc. Parce que j'avais pas à la maison cette culture-là. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. IMO, avec quel argent je vais acheter un appart? Même à l'époque, ça coûtait 80 000 euros. Et j'étais alternant. La dette, c'était plus compliqué. C'était des contrats d'alternance de 2 ans, je crois. Ça, les banques n'aiment pas. C'est possible, mais on SCI, mais avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Voilà, moi, je n'avais pas de garant. Alors, j'avais demandé à un moment... La caisse d'épargne voulait me prêter, je crois, 7 000 euros, tu vois. Bon, à 7 000 euros... Ouais, t'achètes pas grand-chose. T'achètes un petit parking moto et encore. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, tu vois, pour moi, c'était hors de portée un appartement. Mais si j'avais eu un grand frère, un oncle qui m'avait dit, écoute, je t'explique, je te file 20 000 et tout, j'aurais fait ça, tu vois, et on n'en aurait pas parlé. Mais et j'entends parler du parking. Un mec a fait ça et tout. Et je me dis, putain, le parking ou la cave, c'est financièrement et intellectuellement et en termes de compétences, ça va m'apporter. Se loger, du moins cher au plus cher. Je vois un truc à 4 000 euros dans le 18e, pourri, marcadé, poissonnier à l'époque, c'était dégueulasse. C'était pas avec les petits légumes bio et tout. Hein. Ça se transforme, ouais. C'était plus kebab, 3 fromages et petit kamasala, quoi. Et j'ai rien contre, hein, mais voilà. Ouais. Et du coup, je visite le parking. Je tombe sur un agent immobilier vieux de la vieille, les coupes Century 21. Ouais, je vois exactement. Le mec avait plein de coupes, tu vois, roule des mécaniques, un peu dans Bon Point et tout. Qui fait le boy. Le cliché. Ouais, qui me regarde comme ça, tu vois, il me regarde comme ça. Oui, bonjour. Genre, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ouais, lui, c'est 4 000, il s'en fout, mais c'est histoire de vendre son voilà, parking tu rapidement. vois, il te regarde pas dans les yeux et tout.
Et moi, je vois la plage, je sais ce que je peux en faire. C'était 4000 frais d'agence inclus. Ok. Voilà. Ce qui est vraiment pas cher. Frais d'agence inclus. Hein. Donc, en 2000 combien 2013. 2013. Ah oui. Et elle était configurée comment? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas pourquoi c'est intéressant une place parking moto. Voilà, je précise que les gens en commentaire disent pas ça n'existe plus, 4000 €. Alors, ça existe encore, c'est une place moto. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est une place qui est dans le cadastre, mais où tu peux mettre qu'une seule moto. C'est un tout petit emplacement. Il y a eu un nouveau règlement de copropriété, enfin une annexe au règlement de copropriété en fait. Et du coup, ils ont recréé, ça arrive souvent ça dans Paris, ils recréent des lots. C'est top. Il y a eu un changement du RCP, ils ont recréé des lots et dans ces lots-là, il y avait des places moto. Donc du coup, oui, une place moto, ça peut coûter 4, 5, 6 000, 8 000, 10 000, mais un parking à Paris, ça coûtera un peu plus cher. Donc du coup, annonce sur le Bon Coin, je trouve un mec à 45 € par mois qui garde sa belle Triumph et tout, et il reste 4 ans, donc si tu veux, ça fait un rendement assez sympa. Tu as utilisé ton épargne, tu as levé de la dette, tu as fait comment? J'ai utilisé full épargne. Ok. En fait, j'avais all-in, je mets les 4000 €. Le prochain, comment tu fais du coup? Tu dois remettre 4000, sachant que t'as pas 4000? C'est quoi la suite? Alors, exact. Donc, 4000 €, all-in. Je me dis, c'est cool. Ça tombe. Là, je switch de mindset. Là, je me dis, on arrête les conneries. Moi, j'étais un peu dépensier. L'argent, je savais pas comment ça fonctionne. Et quand je touchais 1000 balles en alternance, je tourne des milliers en alternance. Ouais. Moi, j'avais vu ma mère tout claquer, YOLO, etc. Mais je me dis, c'est ça, c'est YOLO en fait. Donc moi, quand je partais au ski avec mes potes, au lieu de louer des skis, j'achetais la paire de skis. Après, je faisais trimballer. J'achetais des ordis pour jouer à Counter Strike sur les meilleurs trucs. Je partais à Punta Cana. Enfin, tu vois, en fait, il y a de l'argent, tu t'en sers quoi. Mais investir tout ça, c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Et puis ma mère m'avait toujours inculqué sois pas dépendant des banques, tu vois, une espèce d'aversion vers ça. Et du coup, là, changement de mindset, je me dis putain, c'est trop magique. Je touche 45 balles par mois, j'en parle à 2-3 potes, ils se foutent de ma gueule. Classique. Et les mecs, ça ricane et tout. Mais je me dis, c'est tranquille, tu vois. Et là, je mets tout de côté. Donc je vis comme un moine. Je mange tu sais, les wraps, là, les faritas, là. Mais j'avais pas l'argent pour le poulet, tu vois. Je faisais les wraps, je mettais un peu de ketchup, un peu de gruyère, je mettais ça au micro-ondes et je bouffais ça toute la journée, tu sais, les petits faritas. J'ai acheté des lentilles, ça coûtait 1,50 €, les lentilles vertes. Lentilles, ça te cale, c'est très bon. Je bouffais des lentilles, très bon pour les sportifs, je bouffais des lentilles, des faritas, je sortais pas. Combien de temps ça, du coup? Franchement, je suis longtemps restreint. Parce que c'est dur, hein. Psychologiquement, c'est dur. Une semaine, mais... C'est dur, mais après, quand t'as l'objectif et que t'as l'impression d'avoir le hack, parce que moi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient pensé au parking moto en 2013, quasiment personne d'ailleurs. C'est l'entourage qui est compliqué aussi, souvent. Ouais, parce que moi, mes copains avaient. Viens, sors avec nous. Mes copains avaient quand même plus d'aisance financière, avaient plus d'aisance financière, donc c'est vrai que j'avais un peu honte, quoi. Combien de fois j'ai pas fait les restos parce que j'étais mal à l'aise. Les vacances d'été où tu peux pas aller. Où tu te fais taquiner un peu. Non, je peux pas alors. Puis tu vois, je sortais avec une nana à l'époque, les parents dans le 16e, avenue Mozart. Tu vois, t'es un peu mal à l'aise. On t'invite, tu viens avec nous. Puis là, t'es là. Et moi, tu donnes ce que tu peux. Puis tu sais, tu fais pitié, quoi. Tu donnes 600 balles. Ils ont raqué 4000 balles pour les vacances. Enfin voilà. J'étais un peu quand même mal à l'aise par rapport à tout ça. Mais du coup, j'avais un objectif, tu vois. Je me dis, déter. Et du coup, j'étais plus heureux que pas déter, mais avec de l'argent, tu vois. J'avais un objectif. C'est mieux. T'as une vision long terme. Exactement. Et donc, je coffre tout. J'ai une patate d'enfer au taf. Je bute le téléphone comme dans le Loup de Wall Street. Là, je suis debout. Je prospectais debout, manches retroussées. Ah ouais, le vrai flow. Je te jure, c'est vrai. Et entre les calls de prospection, parfois, on faisait des ventes one shot. Ça m'arrivait de vendre. Je prenais une prospection à froid, call, et je faisais la vente. Et après, ça sortait du fax. Il y avait encore des fax à l'époque. C'était les bons de commande qui sortaient du fax. Et le patron, tout était vitré. Il faisait ouais, bravo, on avait un tableau, tout. C'était lunaire. C'est vraiment ça. Et je me souviens que tellement c'était dur entre les appels, quand on avait trop mal aux oreilles et tout, avec mon pote, qui est devenu un super pote, on allait dans les toilettes, on faisait des pompes. On faisait 10 pompes. On arrivait, on faisait de la prospection debout. Ensuite, on faisait 10 pompes, on revenait. C'est comme un film, là. Ouais, c'est comme un film. Et ça, on l'a fait presque 3 ans. Et c'est pour ça qu'on est très bon en commercial. Et maintenant, ce pote en question habite à Londres et il gère une team, il gagne de l'argent. Ouais, et le deuxième, du coup. Le deuxième, rue de Charonne. 11e 87 rue de Charonne, ouais. 11e.
Et là, j'ai coffré toute la com et tout, donc j'ai réussi à épargner un petit peu. Il s'est passé quand même un petit moment. Et je pousse l'agence d'un Orpi, la porte du Orpi. Je dis, je cherche à acheter des parkings pas chers et tout. Tu vas sur le terrain. On voit que la partie terrain, ça t'a appris à ne pas avoir peur et aller voir les personnes. J'ai appris ça pour dans leur le métier demander. de commercial. Donc c'est ce que je dis souvent, c'est que le fait d'avoir été commercial m'a servi pour faire des bonnes affaires. J'ai pas une approche, tu sais, un peu hautaine, un peu ingénieur, de me dire non, moi je reste là. Calcul rentabilité, je suis dans les j'envoie des mails. L'IMO, c'est le terrain. C'est le terrain, c'est la transpi, tu vois, c'est le terrain, c'est ça, il faut le comprendre. Et du coup, je me retrouve là, je pousse la porte. Encore un truc que j'ai appris dans le commercial, c'est à créer de la sympathie. Je raconte mon histoire. Voilà, j'ai commencé à faire ça. La nana, elle m'écoute comme ça, elle me dit, oh, il est l'air gentil et tout. Elle veut m'aider. Elle me dit, Alexandre, je prends pas de frais je prends pas d'honoraires d'agence et tout. J'ai un truc pour vous. Je vous emmène, on visite. 6 petites places, toutes petites, pour des scooters. Elle me dit, voilà, ça se passe mal entre le vendeur et la copro. Il a pas payé ses charges et tout. Je pense qu'il va casser le prix. Et du coup, je me suis positionné sur ça. 12 000 €, 6 places moto. Ouais. Donc 2 000 la place. C'est énorme. Donc la renta est ouf parce que j'ai acheté 12 000 €, 6 places, je loue 50 € la place. Donc tu fais le calcul et c'est des rentas de malade, les charges sont faibles. Un gros problème, mon de voiture. Donc ça, j'ai appris par la suite. Mon de charge, ouais. Donc là, voilà, mais sinon, place très rentable que j'ai toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et là, donc, quand j'achète ça me fait 6 places plus la première, donc on est à 7 places. Et là, je me dis, je accélère. Je tiens un truc. Le boulot, je suis plus motivé, donc ça marche. Je suis moins stressé. Il y a quand même de l'argent qui tombe parce qu'il y a 300, il y a 350 €. 350 € qui tombent. Après, tu as un petit peu de charge, tu as aussi un peu d'impôts fonciers, mais je payais pas beaucoup d'impôts. Donc voilà. Mais tu vois, pour moi, c'était énorme. D'avoir 300 € par mois ou 250 si tu veux. Full automatique, alors que tu gagnes 1 000 € en alternance, il y a une grosse diff. C'est 30% d'augmentation. Tu vois, il y a une grosse diff. Et du coup, moi, ça. Je me sens riche en fait avec ces 300 €. Et après, j'enchaîne. Et même schéma, j'en parle pas, c'est pas comme maintenant, tu vois. J'en parle pas. Je change d'alternance. Après ces 3 ans-là, je bosse dans une boîte qui fait des bijoux dans le Temple. Tu sais, entre le quartier chinois où il y a tous les bijoutiers à côté de République, là. Donc un petit fabricant de bijoux un peu fantaisie plaqué or. Ensuite, je vais aux Galeries Lafayette. La manager sur les montres, haute horlogerie, haute joaillerie, parfumerie, etc. Donc là, je fais du terrain. J'apprends à manager. On en parlera après. Ça a commencé je manage des équipes alors que je suis vachement plus jeune qu'elle et tout. Mais là, j'apprends justement le luxe, les codes un peu du retail, manager des gens, le management d'influence, parce que je me mets à manager des gens qui sont salariés par les marques, qui sont démonstrateurs par les marques et qui bossent aux galeries, mais qui sont pas sous ma responsabilité, parce qu'en fait, leur responsable, c'est leur employeur de marque. Quand tu as un démonstrateur Guerlain ou Dior, son employeur, c'est Dior ou Guerlain. Sauf que toi, t'es Galeries Lafayette et tu dois faire en sorte de donner des ordres et qu'ils appliquent les guidelines du truc. Donc, ça s'appelle du management d'influence. Donc là, j'apprends un nouveau métier. Et tu fais tout ça dans l'objectif de la 3e place. Bien sûr. Moi, si tu veux, j'ai toujours su que je voulais bosser pour moi et je me suis toujours servi des CDI pour mes propres intérêts, en fait. Pour moi, tu ne viendras jamais riche en étant salarié. Ça, c'est sûr. Et du coup, être salarié, ça peut être utile pour faire des invests. Exactement. Lever de la dette, t'endetter auprès des banques. T'endetter et faire des invests. Mais pour moi, s'épanouir en tant que salarié, ça n'a jamais été un but en soi. C'est un moyen, c'est pas une fin. Et tu t'es endetté, du coup ? Comment ça s'est passé par la suite pour parce passer sur cette période des parkings ? Après, si tu veux... sortir des 4 000, 12 000 tout le temps. Après si tu veux, les boulots que j'ai fait, donc j'ai fait l'alternance. Après, j'ai commencé à bosser en CDD, CDI. Et du coup, j'avais des salaires plus confortables. Et je pouvais m'endetter plus facilement. Et du coup, après, je me suis endetté sur du crédit IMO pour du parking. J'ai même fait du crédit conso pour du parking. Donc oui, je me suis servi de la dette. Mais j'ai vraiment fait all-in. Il y a un moment, j'ai acheté un appart, du locatif. Je pense que j'ai pas eu de chance. J'aurais dû appeler Home Next à l'époque. Mais il était où ? Je te connais. Il était à Viroflay. Okay. C'est là où j'ai commencé 78. Les vidéos de montre, d'ailleurs, dans ce petit studio. 78. Viroflay, une bonne ville je connais pas, où tu t'ennuies complètement, mais qui est à ses côtés. Okay. Qui est à ses côtés. Je crois que ça doit être 8 000 € le mètre carré quand même. Parce que c'est entre Chaville, dans le 92, et Versailles.
Et pourquoi ça s'est pas bien passé, ce premier investissement locatif? Rez-de-chaussée sur jardin, surélevé, 16 mètres carrés. Ouais, puis surface, mais ça se peut se tu vois, je vivais dans 16 mètres carrés alors que je gagnais pas mal ma vie à l'époque, mais c'est pour te dire que je vivais quand même il faut vivre en dessous de ses moyens pour justement. Dans 16 mètres carrés, j'avais je sais plus combien de parking, j'avais un salaire de cadre, mais heureusement qu'il y a eu ça, quoi. Et du coup, ça s'est mal passé parce que quand j'ai mis en locatif, à un moment, ça a été mes RP aussi, mais quand j'ai mis en locatif, il y avait le mur qui n'était pas isolé. Côté jardin, tu sais, c'est entre deux forêts Viroflay, donc il y a beaucoup d'humidité. Donc j'ai payé assez cher pour refaire l'isolation avec l'entrepreneur. La porte du studio, c'était comme une porte en bois d'intérieur. Tu sais, les portes en bois, donc c'était pas du tout une porte blindée. Et du coup, il n'y avait pas d'isolation thermique et surtout phonique. Et la cage d'escalier en bois faisait un bruit fou. Parce que tu n'avais pas fait de travaux quand tu as acheté l'appartement. Quand j'ai acheté, en fait, toutes les portes sont comme ça dans l'appartement, dans l'immeuble. Toutes les portes, c'est des petites portes. Et c'est une vieille cage d'escalier où il y a pas, c'est pas un immeuble bourgeois, donc il n'y a pas de tapis rouge comme dans les Haussmanniens. Et du coup, tu avais plein de familles nombreuses avec les poussettes, les vélos, tout. Et ça faisait comme un éléphant. Et du coup, ça réveillait chaque locataire. C'est très con, hein. Ouais, il restait pas longtemps. Parce que si tu veux, la cage d'escalier était très bruyante. Et la porte d'entrée, il y avait du jour en haut, du jour en bas, etc. Et c'était compliqué à isoler parce que j'avais fait des devis chez Fichier, etc. Mais c'était compliqué à isoler parce qu'il fallait complètement revoir la structure. Et il n'y a que moi que ça dérangeait parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait moi. Ouais. Et en face, il y avait une agence immobilière. Ouais. Donc, tu étais seul dans ta merde. Il n'y avait pas un mec qui dormait par terre sur l'agence immobilière. Donc, si tu veux, il y avait. Donc, du coup, tous les locataires se barraient. Il y a des soucis d'humidité, des soucis de dégâts des oreilles. Et j'ai pas eu de chance. Et ça, t'as pas pu le voir dès le début. L'agent immobilier, Paris, qui l'a vendu comme si c'était une pépite. C'était le père d'un de mes meilleurs potes qui m'a vendu le bien. Et c'est encore. Ouais. J'ai fait une petite plus-value, tu vois. Alors, j'étais con parce qu'en fait, j'ai fait une plus-value alors que quelques mois avant, j'avais déclaré aux impôts en résidence principale, donc j'ai payé un impôt sur la plus-value. Mais c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. C'est comme ça qu'on apprend. Et le notaire était carré, m'a dit bon, voilà, après des impôts, etc. C'est un notaire parisien, c'est pas un notaire du sud de la France. Et du coup, tu peux nous réexpliquer, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément le concept, mais sur la résidence principale, le but, c'est de pouvoir acheter un bien et de le revendre tout de suite sans plus-value. C'est quoi la plus-value ? Si tu t'as une niche fiscale en France qui existe jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en gros, t'es pas taxé à la plus-value sur la résidence principale. Donc en fait, tu vas acheter ta résidence principale à 90 000 euros. Tu la revends 3 ans après 120 000 euros, bah, tu prends la différence pour toi net. Il n'y a pas d'impôt sur alors que si tu fais un investissement locatif, il y a une plus-value qui est exonérée au bout d'un certain nombre d'années. Je crois que c'est un peu moins de 30 ans. Ça peut changer, etc. Donc c'est une bonne chose d'acheter une résidence principale si après on veut la revendre, etc. Donc bien acheter sa résidence principale, il y a plein de gens qui sont enrichis comme ça. Ouais. Et pour revenir sur les parkings, tu as enchaîné. Comment ça s'est passé ? Parce que tu avais ton métier de commercial, les parkings. Tu vois que les parkings, au non, tu gagnes plus limite que ton métier de commercial. Est-ce que à un moment, tu as arrêté ton métier de commercial ? Comment ça s'est passé par la suite ? Exactement. C'est-à-dire que plus je gagnais d'argent en tant que commercial, plus je pouvais emprunter. Et après, ça a augmenté. Je gagnais plus qu'avec mon métier de commercial. Et là, je me suis dit, bah écoute... c'est cool, tu vois, je vivais bien. En plus, je faisais pas beaucoup de dépenses, je vivais de manière assez frugale. Et j'étais content de me dire que, tu vois, je me souviens, je mettais 1 500 € de côté, tu vois, tous les mois. Par virement, c'était quand même pas mal. Avec écrit épargne. Ouais, épargne de précaution. Et puis je mettais épargne de précaution, comme ça ma banquière, elle voyait ça. Ouais, c'est le top. J'avais pris l'assurance vie, j'avais pris tout, la carte haut de gamme. Enfin, j'étais vraiment le client idéal, quoi. Mais bon, tu l'es pas longtemps après quand il y a un switch. Vous êtes qui Donc, à un moment, j'ai été le client idéal, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie d'arrêter de bosser en tant que salarié parce que j'ai plus envie qu'on me dise quoi faire. Qu'on me dise d'aller à une réunion qui sert à rien à 9h le lundi, qu'on me dise de faire un séminaire je ne sais où, et puis qu'on me dise rappelle un tel, ou voilà, ça me fait chier en fait. Surtout qu'au final, l'investissement dans les parkings, c'était un premier projet entrepreneurial, et tu avais tout simplement envie de créer un autre projet entrepreneurial. Et puis t'es limité quand t'es salarié parce que t'es limité en termes de temps, parce que tu vois, tu peux pas être libre
je pourrais pas être là comme ça, faire un podcast avec vous. J'aurais dû poser ma journée ou m'être silencieux, être stressé. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos, tu vois, sur ma chaîne Toquante. On m'appelait, etc. Ça, c'était pas bien, quoi. On revient sur l'importance de la liberté. La liberté. Et du coup, à un moment, je me suis dit, il faut arrêter. Et puis, j'avais aussi, j'ai commencé à passer dans des émissions, dans des podcasts. J'avais plein de gens qui m'écrivaient sur LinkedIn à l'époque. Pas trop Insta, mais LinkedIn. Et du coup, j'avais aussi le projet d'écrire un livre. Et quand j'avais l'éditeur qui m'a signé un contrat d'éditeur pour le bouquin, sur les parkings, j'avais de moins en moins de temps et je supportais de moins en moins les contraintes du boulot. Ouais. Et je me suis dit, fais un choix. Et il y a un élément déclencheur, en fait, qui m'a dit, on arrête. Je me souviens toujours, c'est la jalousie un peu des autres collègues. Tu vois, j'avais une photo, je suis à Monaco, face à un sapin, et puis oh là là, et à Monaco, j'avais dit, voilà, cette année, ça a bien marché, les parkings, etc. Et ça discutait un peu. Et à un moment, j'ai créé une boîte et je me souviens que l'ancien directeur, il avait regardé. Je pense que c'est un des collègues commerciaux, tu vois, qui avait envoyé sur Papers ou Société.com. Pas ta réussite. Ils avaient vu que j'avais créé une société et du coup, ils m'ont dit écoute, du coup, vu que t'es beaucoup sur le terrain, t'es pas au bureau, on peut pas te contrôler. Oh là là. À quel moment tu bosses pour nous? À quel moment tu bosses pour toi? Explique-nous, etc. À cette époque-là, je performais en tant que commercial, j'étais dans les meilleurs commerciaux et j'avais trouvé ça un petit peu déplacé, si tu veux, qu'on vienne me chercher là-dessus alors que je performais. Si je performais pas, ok, je suis le dernier de la classe, je crée des boîtes, je me la pète, je suis là, nanana, ok. Tu me convoques, tu me dis, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Mais t'es bon, tu performes, t'es limite le commercial numéro 1 dans ton secteur, les clients sont contents, tu fais du chiffre d'affaires, qu'on vienne pas te chercher là-dessus, quoi. Et je l'ai mal pris. Et à un moment, j'ai pris du recul et j'ai dit, après avoir été convoqué, tu vois, dans le bureau, et j'ai dit, écoute, partons, bons amis. En fait, t'as l'impression d'être un enfant de nouveau. Voilà. Et t'es convoqué par le directeur en mode, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'au final, t'étais un bon élève, mais ça te retombe dessus. Et c'est comme s'ils avaient peur que tu t'envolais parce que t'allais mieux réussir qu'eux. Alors qu'au final, il n'y a pas de jalousie à avoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains chefs d'entreprise, quand ils voient certains de leurs employés avoir des projets, bien se débrouiller, il y a une certaine jalousie et ils ont envie de faire reculer la personne. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là j'ai eu ça. aussi. Après, il y avait aussi... c'était un grand groupe avec une direction générale monde et puis des country managers, tu vois, le directeur de la France, directeur de la Belgique et tout. Et je pense aussi, pour aller dans le sens du directeur France, peut-être que c'était mal vu en interne au niveau international d'avoir des gens qui font des trucs, surtout que les Italiens, ils sont assez, j'aime beaucoup les Italiens, mais ils sont assez dans le patriarcat et il y a beaucoup d'autorité au boulot plus qu'en France. C'est-à-dire qu'en Italie, quand tu as un boulot, tu remercies ton patron. C'est le papa. Voilà. Et il y avait cette culture d'entreprise-là et je pense que c'était un peu mal vu en interne d'avoir un salarié qui s'affranchit autant. Ouais, un jeune loup qui commence à... En fait, ça dérangeait. Je sortais un peu la tête de l'eau. C'était atypique d'avoir un commercial qui écrit des bouquins. Surtout que j'avais des clients qui étaient écrivains, auteurs. Et tu vois, s'ils disaient, j'écris un bouquin, tu vois, ils me disaient... je sortais du cadre et ça commençait à discuter en interne. On était en quelle année, là? 2021-2022. Et pour la petite histoire qui est marrant, c'est qu'on s'était rencontrés en 2020. En fait, moi aussi, j'ai commencé par l'investissement en parking moto et je vois une annonce sympa et je me dis, sympa, je connais personne qui fait comme moi. J'envoie un petit message et je t'avais envoyé un message et on s'était rencontrés à Issy-les-Moulineaux. À côté de mon bureau. Exactement. Et en fait, à l'époque que je te décris là, où on commençait un peu à me chatouiller, là on était en plein dedans quand on s'est rencontrés et on s'était vu, je crois, au prêt-à-manger, un truc comme ça, Issy-les-Moulineaux. Et les bureaux de ma boîte, ils étaient à 30 mètres et j'étais dans ce contexte-là un peu tendu et toi, t'étais encore aussi j'étais salarié à l'époque. Donc c'est vraiment à cette époque-là. Mais je me ressens vraiment dans ce que tu dis parce que moi aussi, c'était une période où je voulais entreprendre. Et j'avais aussi ce sentiment que mes boss ne voulaient pas que j'entreprenne ou que j'ai d'autres projets et qu'au contraire ils voulaient que je reste le petit salarié, le petit élève assez sage assis sur son bureau. Ils ont peur que tu bosses plus, quoi. Et c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu viens de dire et je me ressens dans cette histoire. Toi, Gilles, t'as pu ressentir aussi un truc comme ça de ton côté ou pas? J'ai pu ressentir un petit peu ça sur la fin parce qu'en fait ils partent du principe qu'à partir du moment où tu commences à avoir des projets annexes, ça va être de l'énergie que tu vas mettre en moins sur leurs projets à eux. Donc ils ont une pure pensée rentabilité pour la boîte qu'ils ont montée et donc ils se disent vaut mieux avoir quelqu'un qui soit à 800% pour ma boîte qu'une personne qui commence à penser un petit peu à autre chose et à s'éloigner et en général comme tu l'as dit ils commencent à se séparer. Ils peuvent trouver des petites raisons, des excuses mais
à partir du moment où tu as les chiffres, quand tu es commercial, ce qui est compliqué, c'est que les chiffres ne mentent pas. Non, mes chiffres, ils étaient bons. Bah oui, et quand c'est ça qui est plus compliqué pour eux. Mes chiffres, ils étaient bons. Mais je peux comprendre. Tu vois, quelque part, je me dis, au début, je me dirais, bon, bah, ils ont rien compris, ils savent pas m'utiliser, etc. Ça, c'est une vision. Mais si je vais aller un peu dans leur sens, moi je me dis si un jour j'ai des salariés, peut-être qu'effectivement j'aurais aussi envie je peux comprendre, tu vois, c'est pour ça que je leur tape pas dessus, je suis en bon terme avec eux. Je pousse la porte, ils me disent bonjour, on boit un truc avec eux, tu vois. Mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est tellement compliqué en France d'avoir des salariés, ça coûte tellement cher et tout, il y a tellement de risques de les former. Tu te dis je l'ai formé, je le paye, moi j'avais la bagnole de fonction, le truc. Je veux qu'il soit dévoué à moi. Et c'est OK, tu vois. Et c'est juste que moi, c'était pas ma vie. OK. Et du coup, là, tu veux te lancer dans le grand bain. T'as envie d'entreprendre. T'as cette expé de parking, cette expérience de commercial. Qu'est-ce que tu veux faire? T'en étais où à ce moment-là? 16 jours après la fin de mon contrat de travail, j'ai mon livre qui sort dans tous les points de vente, toutes les librairies. C'est quoi le nom de ton livre? Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière, aux éditions Erol, sorti le 16 juin 2022. J'ai arrêté le 31 mai dans cette boîte. Le 16 juin, il y a un bouquin qui sortait partout. J'avais trouvé une attachée de presse, on faisait tous les plateaux de radio, machin. Ouais, t'étais partout à ce moment-là. J'étais partout à ce moment-là. Putain, il a percé. Et j'étais partout, et du coup, tu passes de commercial avec des objectifs, on veut t'enfermer dans certaines choses où là tu découvres la liberté, la vraie vie. De RTL, de Forbes, de machin, c'est lunaire en fait. Ça faisait pas peur? Tu te sens pas un peu l'imposteur? Moi, Alexandre Lacharme, j'ai sorti un livre. Non, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens qui ont Tant mieux. Moi, je l'ai jamais eu. Je pense que c'est l'éducation de ma mère de me dire crois en toi. Tu vois, on m'a toujours valorisé, on m'a toujours poussé. Et je pense que du coup, je me sens légitime en fait. Ça c'est top. Encore un autre avantage. J'ai pas été brimé, tu vois. Et du coup, je me retrouve, tu vois, de commercial à raconter mon histoire partout, mais c'était incroyable, quoi. Et là, tu te sens pousser des ailes. Et je me dis, tu vois, je passe un été, le meilleur été de ma vie, quoi. Tu vois, je passe un mois dans le sud et tout. Je reviens en septembre, et là, gros moment de solitude. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? T'as plus les collègues? Là, c'est banal. Je suis pas associé. Tu te retrouves dans ton petit appart parisien. La solitude entrepreneuriale. Et là, tu te dis, tu penses à tes collègues, tu dis, lundi, il y avait la réunion, il y a le truc. Ah oui. Et là, tu te dis, je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Et là, tu peux passer ta journée à faire du sport, tu peux passer ta journée à dormir. Et qu'est-ce que je fais de ma journée? Et là, tu repars d'une feuille blanche. Et j'écoutais Major Mouvement, le kiné très bon. Et il disait ça, en fait, il y a toujours une petite déprime quand t'atteins ton objectif et sur l'après, en fait. Et tu te sens vraiment seul. Et là, moi, j'ai ressenti ça. Le ressenti où j'étais salarié un peu frustré. Je sors un bouquin, il est partout, on a des super chiffres de vente. Je passe un été de malade. Je fais tous les trucs de Cannes, Nice Matin, Cannes, machin truc, Monaco et tout. Et je me retrouve à Paris. Tout le monde bosse. Et moi, à 9h30 du matin, je suis avec mon café, l'ordi. OK. Qu'est-ce que je fais? Bon, à 12h30, il y a une séance de sport. Ensuite, là, c'est un peu la vie de chômeur où tu essayes de raconter tes journées en mode alors je me suis levé à 9h30, j'ai pris un café. Et là tu te dis, t'as rien fait. Et donc là, je crée une boîte et je me décide de faire du consulting et de la formation sur les parkings parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me demandent des conseils. Je me dis, je vais monétiser ça. Et donc, je crée une boîte. T'étais déjà sur les réseaux à ce moment-là? J'étais déjà sur les réseaux. Et là, je me dis, je crée une boîte. Donc, je crée cette boîte-là. J'avais une autre boîte que je positionne dans une galaxie de société avec une holding. Et là, j'investis une partie de mon argent dans les startups. OK. Et là, je me dis, les parkings, c'est trop petit pour moi. Je veux aller plus haut. Quel est la next step? Et je m'étais renseigné auprès de mes clients. Tu sais, j'avais des clients très, très riches dans les salles de sport. Je vendais des salles de sport privées. Réseau, t'as dû te faire un des salles de sport privées pour une très grosse marque qui s'appelle Technogym. Et du coup, j'avais demandé avant de quitter cette boîte, et on peut discuter de 2 minutes, comment vous avez fait, quoi? Et ils m'ont dit immobilier et prendre des parts dans des boîtes, avoir des actions. Investissement. Ouais. Et je discutais avec des gens que tout le monde connaît. Des gros milliardaires français, les grosses familles. Je peux pas sortir de nom. Je peux pas sortir de nom. Dommage. Mais je te dis juste un truc, tu vois, par exemple, qui veut être mon associé? Sur le plateau, tu as 2 des business angels qui étaient mes clients. OK, ouais, donc des grosses têtes. Voilà, 2. Ouais. Tu vois. Et c'est quoi le conseil qui t'a le plus marqué de leur part? Parce que ça vaut de l'or
juste même 2 minutes d'échange avec eux et t'es saisi ta chance de poser cette question, quel est le conseil qui t'a le plus servi, hormis le fait qu'il t'ait dit immobilier et prendre des parts dans les startups? Avec assez peu, j'ai pu vraiment avoir des échanges humains, mais t'en as certains avec qui j'ai pu avoir des échanges humains, ils m'ont dit, voilà, il faut faire de l'immobilier et t'associer dans des business et créer ton propre business, avoir des parts comme ce que vous faites là maintenant. Et bosser plus que les autres, être plus malin que les autres, etc. Et moi, je me suis dit, l'IMO, tu vois, j'ai fait mon truc et tout, c'est cool. J'ai trouvé ma niche. J'ai envie de passer les étapes supérieures. Et c'est vrai que investir dans des projets, créer des boîtes, prendre des parts et tout, c'est très sexy sur le papier. Ça t'ouvre des portes et ça fait rêver, quoi. Enfin, ça fait rêver tout le monde. Tu vois, ça fait rêver tout le monde. Tu vas en soirée, tu dis alors j'investis dans telle boîte, etc. Alors en termes socialement, tu vois, c'est séduisant. C'est aussi très dangereux, il faut faire attention parce que comme je te l'ai dit en off avant, l'argent n'est pas liquide, c'est-à-dire qu'en fait c'est une mise. T'as pas de dividende, c'est comme au casino. En fait, tu mets, tu vois, il y a une société, j'ai mis 20 000 euros. Bon, c'est de la restauration. Je vais pas dire laquelle, mais ils font de la restauration. J'ai mis une certaine somme. L'idée, c'est de mettre telle somme sur telle valorisation. Admettons que la boîte elle vaille 2 millions d'euros. Tu mets 20 000 euros, donc tu as 1%. Ton pari, c'est que quand tu auras la série A, donc une deuxième levée de fonds pour aller en province, par exemple, à ce moment-là, la valorisation de l'entreprise, ce sera 10 fois plus. Donc, on ne sera pas sur 2 millions, mais sur 20 millions, par exemple. Ça va être dur dans la boulangerie quand même, ou dans la restauration. Mais... Et du coup, je schématise, je simplifie, mais du coup, les 20 000 euros que tu avais mis sur la valorisation de 2 millions, si ta valorisation elle est à 20 millions, ça va être x10. Donc, tu espères 200 000 euros dans 5 ans. Après, il y aura un peu d'imposition, etc. En fonction de si tu détiens en nom propre ou en société. Moi, je détiens en société les parts et en direct. Donc, pourquoi j'ai fait les startups? Parce que la vision, tu vois, de l'ambition, pour moi, c'était ça me faisait rêver. Tu vois. Je pense qu'il faut rêver quand on... Il y a un vrai projet. Il y a un vrai projet. Concret, de l'humain. C'était avec des gens intelligents, des gens brillants. Tu vois, la majorité des startups, ils ont 20, 23 ans, 24 ans, mais ils sont très intelligents. Et surtout, tu étais seul. Et là, enfin, tu as une équipe. Le parking, ça fait pas rêver. Exactement. Là, ça fait un peu plus rêver. C'est vraiment deux projets différents. Et je pense que tu vois pourquoi j'ai fait les startups, parce que je me raccroche à des gens. Je me raccroche à une team. Je me raccroche à d'autres investisseurs avec qui ils sont potes. Je suis rentré dans des clubs de business angel où je me suis fait des potes. Tu vois, là, après, par exemple, je vais à So House rejoindre un de mes potes qui a 25 ans et qui est business angel. Il a 25 ans. 25 ans là. Wow. Toujours plus jeune. Il a fait des masques pendant le Covid, etc. C'est un génie. Et il a 25 ans. Il a 25 ans. Il est né en 98. Et il a investi autant que moi, voire plus. C'est beau. Bravo à lui. Et du coup, tu vois, je me sentais seul. Je le dis honnêtement. Après cette expérience, je me sentais seul. Donc j'étais chez moi. Donc j'avais la fame, la preuve sociale, l'ego qui était remonté comme un ballon. Mais j'étais seul. J'étais seul. Et du coup, le fait d'investir dans des startups, ça me permet de rencontrer d'autres personnes, de me faire des potes. Ça me permet aussi de rentrer dans des sociétés, de les voir, etc. Et du coup, c'était une autre manière de pas revenir dans le salariat, mais de revenir dans l'ambiance un peu d'une boîte, startup, sans les contraintes d'être salarié. C'est ça. Et j'ai une question sur la liquidité. Est-ce que tu considères tes parkings comme liquides? Est-ce que c'est sur la vision long terme, tu veux les garder pour continuer à avoir du cash, ou à terme, tu te dis, je fais un all-in, je vends tout et je réinvestis tout en startup? Non, je réinvestirais pas tout en startup. Je pense que c'est trop risqué de tout mettre en startup. Diversifier. Il faut avoir de l'IMO, ouais. L'IMO, mais peut-être dans les appartements. Peut-être dans la courte durée. L'immobilier commercial aussi. Okay. Ça m'intéresse de plus en plus. Mais pour moi, l'IMO, c'est très puissant. Et pour moi, c'est le socle. Avec l'effet de levier. Pour moi, l'effet de levier, c'est des gens qui avaient rien et se sont retrouvés avec des patrimoines. Et pour moi, l'immobilier, le fait de l'accès au prêt, l'exonération sur la plus-value de la résidence principale. L'IMO, c'est la bouée de sauvetage pour les gens qui n'ont rien. Mais les gens se rendent pas compte de ça. Les gens se rendent pas compte. Ils pensent qu'il faut beaucoup d'apports pour investir. Non, avec un SMIC, tu fais de l'immobilier. Ouais. Avec un SMIC, et les 15 000, si tu épargnes, t'es déter pendant un petit moment, tu peux les sortir. Pour moi, l'IMO, c'est tous les gens un peu perdus, tous les gens qui ont pas des gros patrimoines. L'IMO, c'est leur porte de sortie. Mais c'est quasiment la seule, en fait. Parce qu'il y a rien qui offre de tels avantages. Les startups, tu peux faire de l'argent, mais ça dépend pourquoi tu le fais, tu vois. Mais ça peut être l'étoile brillante où tu dis c'est facile, mais en fait, il y a plein d'étoiles qui n'ont pas décollé. Ouais, tu vois, c'est l'étoile brillante. Moi, je l'ai aussi fait parce que ça m'a apporté aussi des contacts.
ça m'a apporté d'autres choses. Ouais, l'expérience aussi sur certains marchés, certains secteurs. Maintenant, je fais du consulting aussi, tu vois. J'aide aussi, je me fais payer pour aider des jeunes sur du conseil, tu vois, sur les startups. Je monétise aussi mon expertise de commercial. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les startups, c'est pas pour taper dessus, mais c'est beaucoup des ingénieurs très diplômés. Moi, je suis un commercial, je suis pas un ingénieur. Désolé, on peut pas être trop copains. Mais je trouve d'expérience que les ingés ont toujours méprisé les commerciaux. Et inversement. Ouais, bah oui. Mais je les aime bien, mais je trouve que les ingénieurs, pour eux, les commerciaux, c'est des beaufs. C'est vrai. Vraiment, faut te dire les choses. C'est un peu, on est un peu des beaufs, en fait. On est un peu des beaufs. On est le kéké agent immobilier. On est des kékés. Des beaux-parleurs. On est des mecs. Qui vont pas utiliser les chiffres. On est dans la Golf 7, le bras dehors, la gourmette. On est des beaux-parleurs, etc. Et c'est vrai que c'est une image qui nous colle à la peau. C'est une image qui nous colle à la peau. Maintenant, ça change parce que tu vois, t'as beaucoup de start-upers, même des jeunes diplômés, qui ont fait de très bonnes écoles, HEC, ESSEC, etc., qui sont sales, à un moment, ils ont appelé ça, tu sais, à l'anglaise, SDR, sales, etc. C'est un peu sexy qu'à l'époque. Ouais, bizdev. Ouais. À l'époque, c'était attaché commercial. Moi, j'étais bizdev. Je cherchais d'affaires. C'était limite le commercial. Toi, la même chose. Toi, t'as connu le. J'ai bossé dans une ESN aussi, SS2I. J'étais bizdev. Bon, ça va pas durer longtemps. Ça m'a pas plu. Mais très bon business, SS2I. Les patrons de SS2I, de ESN, ils ont beaucoup d'argent. Mais j'ai connu un peu ce côté bizdev. Mais moi, je suis de la culture où il y avait le fax, le bon de commande qui sort du fax en 2010. Old school. Et du coup, non, t'étais un attaché commercial, un commercial, etc. Ouais. Et c'est vrai que dans les startups, j'ai vu que ça, il y avait beaucoup de carences sur la partie commerciale, parler aux clients, vendre, etc. Ils sont très forts sur la technique. En France, globalement, on est très bon sur la technique. On n'est pas des Américains, on est moins bon sur le relationnel et sur le commercial. Et c'est vrai que dans plein de boîtes où je suis, ils ont besoin de mon expertise et recherchent aussi des invests qui ont cette fibre un peu commerciale à l'ancienne, parce que culturellement, on valorise beaucoup plus les ingés que les commerciaux. Faut dire ce qui est. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui il sait qu'il doit devenir avoir un côté commercial? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Parce que moi, j'ai des amis qui me disent parfois, Mathéo, mais toi, t'es né avec ce côté commercial, sauf que pour moi, je suis pas né avec. C'est avec les relations, j'ai appris des choses. Selon toi, comment on peut travailler cette partie commerciale si on n'a pas forcément une famille qui est un peu bon commercialement? Faut être curieux, faut s'intéresser aux gens et être focus sur eux plutôt que sur ton produit. Un mauvais commercial, c'est quelqu'un qui parle que de lui et de son produit. J'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur artisan, j'ai la meilleure machine de sport. On est les meilleurs. La concurrence, n'en parlez pas. On est les meilleurs, on montre les muscles. C'est pas ça un bon commercial. Un bon commercial, il met en valeur les autres. Il met en valeur les autres. Il écoute. Il s'intéresse aux problèmes de la personne, il s'intéresse à tout chez l'autre, et à la fin, il place les produits en fonction de ce qu'il a écouté, en écoute active. Les mauvais commerciaux dans ma dernière boîte dans le sport, ils parlaient de oh là 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 là. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais on s'en fout, le client il s'en fout. Ouais, clairement. Le client il s'en fout. Par contre, moi à la fin, quand je vendais bien, j'arrivais au client, on parlait de tout sauf ça. J'allais chez eux, j'avais la chance d'aller chez eux, donc je voyais tout. Ah, vous avez tel truc, tel monde, tel machin truc. Ah ok, c'est intéressant. Et du coup, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça en Corse. Ah ouais, moi j'étais en Corse à Ajaccio. Dans quel village? C'était là, c'est incroyable. Où tu voyais cette bagnole-là, tu parlais d'une bagnole, où tu voyais un tableau, machin. Et en fait, tu connectais sur des trucs où la personne ne te voit plus comme le commercial lambda. Un chemin détourné pour arriver à ton but. Et à la fin, c'est limite le client, le prospect, qui te dit Gilles, on signe quand? Ouais, parce que tu as un climat de confiance qui a été. En fait, il faut créer un climat de confiance. Plus important. Il faut s'intéresser à l'autre. Ouais. Il faut créer. La confiance est le plus important parce que tu n'achèteras jamais rien si tu n'as pas confiance en la personne. Le nombre de fois où, avec Gilles, on est en soirée. Et on est avec des gens qui font que parler d'eux. Et tu vois, moi, ça me fait du bien parfois, parce qu'en effet, raconter ma vie tout le temps, c'est un peu chiant. Mais t'as des gens où pendant, 10 minutes, ça peut être un tunnel. Ils racontent, ils parlent d'eux. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, j'ai l'impression que moi, si j'ai pas confiance en moi, je me dis, j'attire l'attention sur une autre personne. Et en fait, plus je grandis, plus je comprends que moins tu as confiance en toi, plus tu as envie d'attirer l'attention sur toi au final et parler de toi. Et ils ont passé la meilleure soirée de leur vie. Et en fait, ils vont t'adorer. Pas ton prénom. Ouais, ils vont t'adorer. Non, mais attends. Mais toi, tu connais le prénom de leur chat, tu sais tout, hein. Et ces gens-là, ils vont te dire, ils vont te dire, file-moi ton numéro, on se revoit. Parce qu'en fait, ils ont tellement été contents d'avoir quelqu'un qui les écoute qu'ils vont se dire, mais Gilles ou Mathéo, ils sont trop sympas. Alors que t'as rien dit, mais je les adore.
T'es un bon maître de cérémonie, tu poses une bonne question et c'est juste ça. Et c'est vrai que c'est horrible, quelqu'un qui est comme ça, il s'en rend même pas compte. Ouais. Et non, mais tous les deux, vous êtes bien à l'écoute. Toi, Gilles, t'es bien à l'écoute aussi. Hein. Ouais, bah et je vois, t'écoutes, ça donne envie. En fait, t'as envie d'acheter à quelqu'un et t'as envie d'être avec quelqu'un qui sait t'écouter et qui est pas tout le temps à ramener tout à lui. C'est insupportable. Il y a quelques podcasteurs qui ramènent tout à eux. Je ne sais pas qui, mais il y en a qui ramènent tout à eux et c'est assez pénible. Mais voilà, commercial, c'est le métier number one. Et en tout cas, moi, je fais un truc. Et de toute façon, dans la vie, il faut toujours donner avant de recevoir. Et sur ce que tu disais, je suis totalement d'accord. Avec Gilles, on fait souvent des networking, etc. Et moi, je déteste rencontrer quelqu'un et parler directement business. Je préfère parler, je sais pas, foot, faire des vannes, etc. Et d'un coup, dire, ah bah toi, tu fais quoi? Et après, là, on crée une vraie relation. Et parfois, j'aime pas trop les événements IMO, parce qu'on fait, comme on est dans l'IMO, on est surtout dans des événements IMO, où c'est direct. Ok, alors moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Viens d'abord on sympathise et après on peut. Ton côté italien. Alors ça j'ai la réponse. Alors ça parce que moi je comprenais pas pourquoi. En fait c'est que tu as un côté latin. Ouais. On est plus latin, catalan, on est français. Côté de mon père. Catalan. Donc c'est pour ça. Parce qu'en fait les Américains, il y a plein de trucs bien chez les Américains. Ils ont une culture du networking transactionnel. Ok. L'Américain, c'est-à-dire il peut ne pas t'aimer, te piffrer. Si tu fais du business, il t'accepte. Ok. L'allemand, l'américain, le suédois, le norvégien, etc. C'est une culture transactionnelle du networking. On est là, je rencontre Gilles, on s'en fout, on s'apprécie pas forcément, il y a une opportunité business, on y va. La culture latine, c'est une culture où on va d'abord faire connaissance. Et moi, j'adore les Américains sur le côté business et tout, mais je suis latin sur ça, je te rejoins. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Je ferai jamais de business avec quelqu'un que j'aime pas. Jamais. Pareil. Tu peux me dire, Alex, on va faire 500 000 euros. Si je te sens pas, j'y vais pas. Tu me dis, on va faire 100 euros et qu'on est super copains, on rigole, on va faire 100 euros. Donc ça, c'est ça. C'est culture transactionnelle ou culture relationnelle. Et c'est une question de différence interculturelle entre la culture latine et la culture plutôt anglo-saxonne. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé des montres. Ouais. C'est un autre projet annexe en plus des autres sociétés que tu as créées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Écoute, donc il y a les parkings, les startups. Startups, j'ai fait une douzaine de fois quand même. Douzaine. Ouais, ah oui, douzaine de fois. J'ai fait restauration, etc. Boulangerie, resto, j'ai fait 4 fois. Médias, j'ai fait 2 fois. Et puis il y a des SaaS, des CRM. Donc beaucoup d'argent bloqué pour l'instant. De quoi acheter un appart. Ouais. Voilà. Et du coup, après les projets annexes, t'as Tocante, c'est une chaîne YouTube de montres que j'ai créée en 2019, qui était un peu en sommeil et que j'ai réactivé depuis que je suis plus salarié. Et là, ça marche très bien. Et c'est un peu comme des créations de contenu de bagnoles. Tu vois, il y a des gros youtubeurs de bagnoles, les Villebrequin, les GMK, etc. Ouais, mais sur la partie montre, avec beaucoup moins d'abonnés pour le moment, bien entendu. Mais j'ai voulu. En fait, je trouvais que les montres, c'était trop expert. C'est que des gens qui ont un balai, voilà. Et moi, j'aime pas les gens qui se la pètent. J'aime pas les gens qui pètent plus haut que leur cul. J'aime les gens simples. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé les gens simples. Et je trouvais que les gens étaient trop prétentieux dans ce monde. Tu vois, de l'horlogerie. Ouais, ça, tu vois. C'est l'image que ça. Tu vois, c'est l'image. Ouais. Tu te tiens bien. T'as pas de scoliose. Hein, tu vois, t'es droit comme ça. Une petite cravate. Non, frérot, on est tous pareils. Arrête. Moi, j'ai bossé pendant 4 ans avec des milliardaires. Ils me recevaient en Air Force One. On s'en fout. Ouais. T'es à 2005, tu fais la star. Arrête. Ça ils mettent un costard, ils pensent qu'ils ont... Arrête. Donc, moi, ça m'énerve. Donc, j'ai mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai dit, on va twister un peu ce ton. Et je vais parler de montres hyper chères, mais détente. Et les gens, ils ont adhéré. Ils se sont dit, putain... c'est rafraîchissant. Donc c'est ça le truc. Et demain, je pars en Belgique, à Bruxelles, 2 jours pour tourner une super vidéo. Ah, sympa. Voilà, je vais aller en Suisse bientôt et je m'éclate. Donc je suis créateur de contenu sur ça. En parlant de création de contenu, t'es très bon là-dessus. Je vois beaucoup de vidéos passer et j'en envoyais certaines à Gilles où je me disais, putain, faut qu'on fasse un peu de ce type-là. Qu'est-ce que tu peux donner à des entrepreneurs comme conseil, à des entrepreneurs comme nous, pour avoir une bonne création de contenu pour attirer des clients, mais aussi attirer des abonnés? Alors, par rapport à ça, très rapidement, je vois beaucoup trop de gens qui ont des prompteurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont des prompteurs sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est pas ton cas, sinon on se parle plus. Non, jusque-là. Voilà, je veux pas de prompteur et c'est faux, ça sonne faux. Et il y a trop de gens qui mettent la forme devant le fond. Donc, dans la forme, ils sont au top. Ils sont super bien habillés, caméra 4K, prompteur, tout est calibré, etc. C'est creux. Moi, je suis un mec du terrain, de l'impro. Commercial ou dans tout ce que tu veux. Théâtre, je faisais des théâtres d'impro aussi.
pour moi, ce qui compte le plus, c'est le fond. Donc, ce que je conseillerais aux gens, et à toi et à Gilles, c'est aller sur le terrain, filmer la vraie vie, les vrais travaux, les murs qui se font péter, le BA13, le placo, le truc. Même si c'est pas top en termes d'esthétique, si c'est vrai, c'est vrai. Et il faut mettre l'accent sur le fond et la forme. Mais pour moi, la forme est au service du fond et pas l'inverse. Et pas de prompteur. J'ai plein de noms de gens qui ont des prompteurs, etc. Je dirais pas qui, mais arrêtez avec les prompteurs. Ça doit être vrai. Faites du théâtre d'impro, faites du rap, faites des impros, apprenez à parler, apprenez à faire des trucs et allez sur le terrain. Donc terrain et moment présent. Mon message, j'ai confiance en toi. Merci en tout cas pour cet épisode avec toi, c'était full valeur. Franchement, j'ai kiffé. J'ai une dernière petite question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, prochaines années ? Écoute, tu peux me souhaiter d'être heureux, de fonder une famille, ça j'ai vraiment envie maintenant. Et voilà, fonder une famille, me détendre. Et les prochains bouquins, j'ai 2 bouquins à sortir là. Je vais signer le contrat sur le 2e. Et ensuite un 3e, donc sur des thématiques plus larges que le parking. Donc j'ai envie de percer en tant qu'auteur aussi. Ça me tient à cœur. Merci Gilles. On te le souhaite. Merci Alex. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine.